Eh ben, merci pour l'invitation. Écoute, j'ai commencé, il y a 8 ans, dans les communautés en ligne. Donc, je créais des pages sur les réseaux sociaux. Donc à l'époque, on dirait que je parle comme si j'avais 80 ans. Il y avait, Facebook qui fonctionnait très bien. Donc j'ai commencé, sur cette plateforme. Ça a plutôt rapidement pris. Je me suis retrouvé avec d'abord des centaines de milliers d'abonnés sur, un premier concept, puis d'autres et j'ai réussi à totaliser une dizaine de millions d'abonnés, ce qui m'a permis de transformer tout ça en médias avec des sites internet, avec des applications smartphone pour monétiser notamment l'audience. Alors, à l'époque, avec de la pub, ce qui marchait plutôt bien il y a quelques années. Et puis, ça s'est vraiment effondré, le marché de la pub display classique. Donc, je me suis un petit peu réorienté vers l'influence marketing qui, pour le coup, prenait une très bonne trend, comme on dit. Euh, à la suite de ça, j'ai aussi créé une autre entreprise dans laquelle je faisais des apps de service. Donc là, des apps de jeux, des apps de micro-événementiel, une app de dating. Euh, C'était une période intéressante en termes d'apprentissage, très intéressante, sûrement la plus riche parce que c'est très difficile de faire des apps de service. Ça demande beaucoup plus que juste une app sur laquelle tu affiches du contenu. Donc, un peu le parcours traditionnel où tu fais quelques levées de fonds. Voilà, en tout, on avait une vingtaine de salariés. On apprenait très vite et on se prenait quelques gifles. C'était très intéressant. Et ensuite, j'ai été recruté, si on peut dire, pour gérer l'Europe, co-gérer l'Europe avec un ami pour un réseau social qui s'appelle Thriller, qui à l'époque venait d'être racheté par son actuel CEO pour une dizaine de millions d'euros. Donc un truc qui vient des États-Unis, qui permet de faire des vidéos musicales, en gros, un petit peu comme TikTok. Et on a donc ouvert plein de pays, des bureaux à Paris, parce que moi j'avais des bureaux à Lyon et à Grenoble, et donc là je me suis retrouvé avec des bureaux à Lyon, Grenoble et Paris. J'avais donc un peu les trois activités en même temps, c'était assez compliqué à gérer, mais c'était une aventure assez formidable. Et à la suite de ça, j'en ai eu marre. En fait, je me suis pas retrouvé dans mon quotidien. Je me suis posé un peu des questions. C'était très intéressant, c'était hyper exaltant. On faisait plein de trucs, on allait partout, on travaillait avec les influenceurs, les machins. On était à Los Angeles, etc. Mais je sentais que j'étais plus phasé avec mon ADN de mec qui vient du Jura, depuis là où je te parle en ce moment même. Et j'avais besoin de redonner du sens en fait à ce que je fais, d'autant que j'étais souvent de plus en plus confronté à l'urgence climatique au travers des médias, d'amis, de podcasts, de vidéos que je regardais. Et tout ça m'a un peu mis une grande gifle et j'ai plus du tout eu envie d'être dans le digital comme activité principale. J'apprécie les applications, c'est un monde que j'aime et ça me fera toujours plaisir de faire une petite appli ou d'aider des gens à en faire une. Par contre, je pense que c'est pas du tout la priorité et c'est pas du tout ce qui doit être la colonne vertébrale de ma vie. Donc, je me suis réorienté pour cofonder Time for the Planet il y a 1 an maintenant. Question intéressante parce qu'il y a des échecs en permanence. Même dans les succès, ils sont faits d'échecs. Tu n'arrêtes pas d'essayer des trucs qui ne marchent pas et tu trouves des ficelles sur lesquelles tu arrives à tirer pour continuer de faire grossir ce que les gens appellent un succès depuis l'extérieur. Mais en fait, déjà, un succès, ça ne veut rien dire parce que c'est jamais fini. Donc, qui te dit que tu ne vas pas échouer après ton succès, on ne sait pas. Et ensuite, pour répondre à ta question, moi, c'est souvent de celui-là dont je parle parce que ça m'a quand même un peu. On va dire que j'ai été quand même dans le dur. J'avais monté une boîte, enfin j'avais créé une application qui permettait de faire du micro-événementiel, donc de faire des rencontres dans le cadre d'activités de loisirs en groupe. Donc c'est des petits groupes et donc on pouvait faire des activités de tout type pour pouvoir se rencontrer, passer des bons moments, faire des connaissances. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment un truc hyper puissant en termes de proposition de valeur parce que ça marchait très bien quand on allait en parler sur les réseaux sociaux, quand on testait un peu le concept sur le plan marketing et on sentait qu'il y avait une vraie traction. Par contre, dans la réalité, c'était quasiment impossible de trouver un modèle économique et ça nous a buté et c'était vraiment dur. On s'est heurté à ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on a essayé des trucs. On a essayé d'abord d'ignorer le fait qu'il fallait un modèle économique parce qu'on se disait on va la jouer à l'américaine justement et on verra après. Et puis au bout d'1 an, 1 an et demi, on a commencé à se dire que c'était quand même important parce qu'on cramait quand même beaucoup de cash et que les investisseurs, c'était sympa de lever de l'argent, mais à un moment, on a aussi pris conscience que les levées de fonds, ça sert à t'accélérer, pas à te perfuser. Donc on n'était pas dans la bonne démarche de levée de fonds. Et puis, au bout de 2 ans et demi, donc on a fait plusieurs choses, d'autres choses en même temps, mais ça, c'était quand même une ligne directrice et il y avait quand même du monde dessus pendant longtemps.
On s'est dit que putain, on n'y arrivait vraiment pas, donc on s'est mis en mode commando pour trouver des modèles économiques. On a cherché plein de choses. J'étais en train de refaire une levée de fonds un peu malgré moi, tu vois, de plus de 800 000 euros pour pouvoir remettre dans l'équation et avancer. Et en fait, je me suis dit que ça n'avait pas de sens de faire cette levée de fonds si on n'avait pas de modèle économique. Et donc, j'ai donné 3 mois à mes équipes, qui était le cash qu'on avait en gros. Et j'ai dit, les gars, soit on trouve un modèle économique viable et je fais cette levée de fonds, soit on n'y arrive pas et malheureusement, on s'arrête là, mais ce sera mieux pour tout le monde, je vous assure. Et en fait, tout le monde s'est mis à fond, tout le monde a vraiment joué le jeu. C'était incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que les gens allaient être découragés, démotivés. Tout le monde s'est bougé à fond et on n'a pas trouvé de modèle économique viable. Donc, du coup, j'ai dû prendre la décision d'arrêter. Et pour renfoncer encore un peu plus le clou, j'avais été dans une tornade de taf entre mes différentes activités et j'avais juste oublié de prendre en compte la TVA qui nous arrivait très vite dessus dans mon calcul du cash restant et du temps qu'on avait à notre disposition. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec le fait de devoir faire les ruptures conventionnelles. Et déjà, ils ont eu la gentillesse de prendre des ruptures conventionnelles à tout le monde. Ça nous a vidé la trésor. Et deux, il y avait 120 000 euros de TVA. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué. J'ai eu une période vraiment hard parce que je voulais pas aller au tribunal de commerce dans le sens où j'avais d'autres projets d'entreprise que je voulais créer. Et le tribunal de commerce, ça peut être limitant de ce côté-là. On peut t'interdire de créer une boîte pendant 5 ans. C'est ça un peu le problème de la France aussi quand tu parles des échecs qui sont mal vécus, tu vois. Enfin, si tu échoues avec ta boîte, on peut t'empêcher d'en refaire une pendant quelques années. Je trouve ça dommage parce que c'est là où tu as le plus appris, où tu es le plus prêt à recréer une boîte et à avoir du succès. Et je pense qu'on est pas mal à l'avoir démontré. Enfin bon, et du coup, j'ai réussi à revendre la boîte un peu en hold-up après une recherche longue et fastidieuse durant laquelle j'avais des huissiers toutes les semaines chez moi, toutes les 2 semaines chez mes parents, quoi. Voilà, donc c'était quand même assez difficile, c'était quand même un échec et surtout j'ai eu du mal. Enfin, j'ai appris beaucoup et j'ai grandi, tu vois. C'est difficile d'aller voir ces investisseurs, d'avoir des discussions avec eux quand ils ont perdu beaucoup d'argent, d'affronter ça aussi, tu vois, et de te confronter à la réalité de ton échec. C'est pas évident. T'as essayé de faire de ton mieux et tu as envie que les gens le ressentent. Le plus grand perdant dans l'histoire, c'est toi. Tu as donné ton temps, tu as donné ta vie, quoi. Moi, je m'étais jamais payé. Donc, ils sont tous capables de comprendre. Et puis, tu vois bien qu'ils sont grands, c'est des adultes. Et voilà, pour eux, ben oui, écoute, ça faisait partie du risque. Mais toi, ça te met quand même dans une posture qui est difficile et qu'il faut apprendre à apprivoiser au départ. Mais quand tu commences à être à l'aise avec cette posture, même si on n'est jamais vraiment à l'aise avec l'échec, c'est là que tu vois qu'il y a plein de vertus. Et puis, tu vois, aujourd'hui, ces gens, mes investisseurs, je leur ai redonné des parts dans une autre petite structure que j'ai créée gratuitement et gracieusement pour qu'ils puissent en bénéficier. Je pense que chacun est capable de faire un équilibre et sur le long terme, il n'y avait pas eu vraiment de déclencheur, si tu veux. Et je me disais que c'était bizarre qu'il faille absolument trouver un déclencheur. Et donc, à force d'y réfléchir, je me rends compte qu'il y a quand même eu des moments charnières. Et bon, on va en parler. Ouais. Le premier, c'est déjà que donc moi, je viens des montagnes. J'ai toujours fait du ski de fond. Voilà, c'est le seul sport qu'il y a à faire chez moi. Et donc, le ski de fond, c'est un sport de moyenne montagne. Tu vois, c'est autour de 1 500 mètres d'altitude. Et quand je suis un peu revenu à tout ça après mes premières années un peu intenses de digital, je sais pas quoi, j'ai quand même fait un constat hyper net et marqué, c'est que en quelques années, il y avait presque plus de neige chez moi, quoi. Et la plupart des stations fermaient, quoi. Et juste à côté de chez mes parents, là où ça skie vraiment, il y avait plus de neige. Enfin, tu vois, l'année dernière, par exemple, ça n'a pas ouvert, quoi. Et ça, c'est un premier truc parce que ça a toujours été un endroit, quand j'étais plus jeune, on me disait, putain, tu viens de là-bas. Ah ouais, là-bas, c'est la neige à fond. Et maintenant, quand je parle d'ici, on me dit, ah ouais, non, mais là-bas, il n'y a pas de neige. Et tu vois, ça se fait en quelques années. Donc déjà, ça m'a un peu bousculé. Je me suis vraiment rendu compte par ce truc un peu bête, hein, mais que le changement climatique, il était réel et qu'il était vraiment en train d'arriver. Et puis, il y a eu un vraie prise de conscience, si tu veux, quand début 2019, donc il y a 2 ans maintenant, euh, Thriller, avec qui j'avais bossé, donc du coup, ça faisait un petit moment que je bossais avec eux. L'application, enfin, la boîte, elle s'est énormément développée pendant que j'étais là-bas. Tu vois, aujourd'hui, c'est une boîte qui vaut 1,5 milliard. Je sais pas, il y a plusieurs centaines de salariés. Enfin, voilà. On a commencé, on était, on était 3, quoi. Enfin, tu vois, avec nous, on était 6. Et du coup,
le wake-up call, comme tu l'appelles, c'est quand j'ai eu une proposition de leur part qui était de devenir Head of Growth Monde. Donc, potentiellement, voilà, ils me proposaient de prendre ce poste avec un très, très gros salaire pour le coup, comme j'aurais jamais pensé en avoir, des actions de la boîte. Enfin, voilà, il y avait vraiment de quoi se faire du blé, hein, si on est honnête. Et en fait, j'ai eu aucun moment d'hésitation. Je me suis pas dit une seule seconde, pourquoi pas. J'ai tout de suite répondu non, ça m'intéresse pas. Et là, comme mes mots ont vraiment dépassé ma pensée, je me suis dit ouais, ok, bon, c'est sûr que là, j'ai envie de donner un autre sens à ma vie. J'en ai marre de faire ça et c'est plus ça qui me fait me lever le matin. Et c'est sûrement pas ça qui me fera me lever le matin, même s'il y a plus d'argent. Et vraiment, le fait que j'ai refusé ce truc-là, qui je pense aurait dû me faire douter il y a encore quelques années, pour moi, c'était évident. Il fallait que je fasse autre chose, quoi. Bah, en fait, on est 6 cofondateurs à l'origine. On est tous entrepreneurs. On a monté des boîtes depuis, tu vois, une dizaine d'années en moyenne. Moi, je suis le plus jeune, dans différents secteurs. Et on a tous eu un peu ce truc où on s'est dit, putain, en fait, là, c'est urgent, urgent d'agir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord en tant que citoyen, hein. Et donc, en tant que citoyen, bah, on se rend bien compte qu'il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Bah, tu peux voter différemment, mais c'est long. Tu vois peu de résultats. Tu sais pas trop si ça va marcher. Tu peux faire tes petits gestes du quotidien et honnêtement, on s'est tous mis à les faire. Enfin, moi, perso, j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté d'acheter des trucs quand j'avais pas besoin d'en acheter. On a fait plein de trucs, mais on voit bien que c'est loin, loin, loin d'être suffisant. Et du coup, ben, on s'est un peu retrouvés comme des cons à se dire, ben, d'accord, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, la frustration qu'on avait, c'était vraiment qu'on n'avait pas d'outils dont on puisse s'emparer et qui puissent nous permettre d'être un levier pour qu'on puisse agir à notre échelle en ayant un impact le plus important possible. Parce que le problème du dérèglement climatique, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas appréhendable par un cerveau humain, tellement c'est grand, tellement c'est gigantesque. Et donc, quand on te met ça en face de toi, c'est un peu comme si, tu vois, on te disait que tu es en face d'un 35 tonnes lancé à 190 km/h et qu'on te donne une allumette en guise d'arme en te disant allez, à toi de jouer et surtout sois malin, quoi. Tu peux pas vraiment, tu vois, enfin, c'est difficile de te dire ok, allez, j'essaye, quoi. Et nous, on avait quand même le sentiment que l'entreprise, c'est un outil qui est incroyable et qui est hyper puissant parce que, par définition, c'est ça qui transforme nos modes de vie à grande échelle. Et ce qu'on voyait, c'est que les entreprises, elles ont changé le monde ces 50 dernières années. Elles ont vraiment tout transformé très, très vite. Alors, pas du tout pour le mieux du point de vue environnemental parce que ce n'était pas dans la matrice, mais c'est justement ça la réflexion de Time, c'est mais si le point de vue environnemental était dans la matrice, si on reparamétrait et on repensait les entreprises pour que ce soit vraiment des armes puissantes au service de l'urgence climatique et au service de chacun pour que tout le monde puisse avoir de l'impact. Et en fait, c'est comme ça que commence Time, mais on a quand même un premier réflexe qui est d'aller rencontrer des scientifiques parce que c'est eux qui nous alertent depuis 50 ans, les pauvres, et de leur demander, ben voilà, nous, on aimerait créer quelque chose qui ait de l'impact pour de vrai, mais on est entrepreneur, on n'est pas scientifique, on n'y connaît rien, on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire. Et en fait, ce que nous ont répondu ces gens, et il y a des gens notamment comme Jean Jouzel qui sont vraiment des références en la matière, c'est il faut innover. Alors nous, on était un peu sceptiques sur cette vision de l'innovation parce que tu peux très vite rattacher ça à la technologie et la science vont nous sauver, on va avoir des jetpacks photovoltaïques et ça va être un monde merveilleux. Et on n'est pas trop dans cette logique, nous on est plutôt dans la logique de sobriété, de ok, est-ce qu'on est obligé de vivre dans un monde où il faut du toujours plus, de la croissance dans tous les sens et avec 50 chiffres. On ne sait pas trop, on n'a pas trop envie de se positionner sur ça. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut substituer aux énergies fossiles. Et en fait, c'est ce que nous expliquent les scientifiques. Si on n'innove pas, on ne sera pas capable de faire cette substitution de manière douce et on risque de se retrouver d'un coup avec des grosses limites, ce qui peut provoquer le fameux effondrement dont on parle. Encore une fois, nous, on ne se positionne pas trop là-dessus parce qu'on n'en sait rien. Mais par contre, ce qui est évident, c'est qu'il nous faut de l'innovation pour lever un certain nombre de verrous systémiques. Et très bien, bah, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour innover? C'est comme ça qu'on se retrouve à rencontrer d'autres gens qui sont des profils innovateurs. Et là, on se prend vraiment une claque et on se rend compte qu'il y a des mecs qui font des trucs incroyables, enfin vraiment qui ont du potentiel, énormément de potentiel et qui ne sont pas des trucs bullshit, qui ne sont pas la fameuse solution miracle qu'on a vu un milliard de fois ou le greenwashing habituel. Et ces mecs-là, on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas encore mis à disposition de tout le monde leurs innovations. Alors, bien sûr, le premier réflexe, c'est de se dire, bah oui, on va croire que c'est une solution qui fonctionne, mais ce n'en est pas une. Donc, il faut qu'on mette des process pour être capable de vérifier que ces solutions-là, elles ont un vrai potentiel acté. Et en fait, très rapidement, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas ça la question.
C'est plutôt qu'en fait, ces gens-là, ils ne savent pas et ils ne veulent pas transformer ça en entreprise parce que c'est pas leur métier à eux, c'est pas leurs compétences, c'est pas ce qu'ils aiment faire, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, par contre, le constat unanime, c'est qu'ils ont envie que leur innovation, elle profite au monde, parce que sinon, ils ne mettraient pas autant d'énergie là-dedans. Et donc là, pour nous, ça a fait sens et ça a été assez évident. Time for the Planet, c'était l'idée de rejoindre, de faire se rejoindre des innovateurs qui proposent des innovations qui luttent contre les gaz à effet de serre et des entrepreneurs qui cherchent à donner plus de sens à leur quotidien et qui seront, eux, capables de déployer ces innovations, de leur trouver un modèle économique viable, parce que c'est hyper important que l'écologie se marie à l'économie si on veut avoir un vrai impact et si on veut payer des gens, embaucher des gens et voilà, faire quelque chose qui tienne le coup et qui grossisse et qui devienne vraiment impactant. Et Time serait là pour accompagner ça, chapeauter ça, injecter de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. Donc c'est vraiment ça la mission de Time et c'est vraiment ce qu'on fait. Et on le fait en ayant une réflexion autour de l'entreprise qui est globale, puisque comme je le disais tout à l'heure, on veut vraiment faire en sorte que cette façon d'entreprendre, elle nous permette de vraiment réussir la mission qu'on s'est donnée. Et pour ça, il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est qu'on fonctionne entièrement de manière communautaire, dans le sens où on est convaincu que ce n'est pas nous, avec nos petits bras, qui allons réussir à faire un truc immense. Enfin, on le sait bien, il faut qu'on soit aidé, il faut qu'on ait des gens autour de nous. Déjà, nous, on est entrepreneurs, on n'est pas scientifiques, donc on ne connaît pas tout ça, on a besoin de gens meilleurs que nous. Et donc, on s'est structuré en mouvement où chacun peut prendre part à l'aventure, peut rejoindre le bateau en devenant copropriétaire de Time for the Planet, en mettant de l'argent à partir d'1 € et peut s'emparer vraiment de cet objet qu'on a créé pour le faire grossir, le faire grandir, lui permettre de ne pas tomber dans des pièges que nous, on n'aurait pas vus, parce que chacun peut apporter son expertise et sa compétence. Et ça, c'est déjà le cas et on l'a déjà vu, on est déjà dépassé par le mouvement et on est déjà entouré par des gens qui sont bien plus brillants que nous. Et c'est génial parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc, on n'a pas du tout l'ambition de dire qu'on est les meilleurs et qu'on va faire un truc qui va tout cartonner. On sait très bien qu'on est loin d'être les meilleurs. On sait très bien qu'il y a des gens bien, bien meilleurs que nous. Et il faut absolument qu'un maximum de ces gens-là viennent nous aider. Donc ça, c'est le but de Time et c'est vraiment la base et la racine de la façon dont on pense l'entreprise aujourd'hui, de manière ultra collaborative. Et ça, on le prolonge aussi avec l'open source parce que, encore une fois, et on en a parlé au début de cet petit échange, on peut échouer très facilement pour plein de raisons et on peut avoir la meilleure innovation du monde et se viander parce qu'on s'est engueulé avec ses associés, parce qu'on n'a pas trouvé des financements, etc. Et quand on parle d'innovation cruciale dans une période aussi critique, on ne peut pas se permettre de dire qu'on a 9 chances sur 10 d'échouer tout seul dans notre coin. Et donc, nous, on a cherché une manière de gagner à tous les coups. Et ce qui nous semble être la bonne façon de faire, c'est l'open source. Alors, l'open source, c'est un peu le terme qu'on utilise pour vulgariser. L'idée, c'est de déposer un brevet sur ces innovations, mais de mettre ce brevet en licence libre, gratuite, à la disposition de quiconque souhaitera dupliquer et améliorer cette technologie, innovation, solution et son modèle économique associé partout ailleurs sur la planète. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, on ne crée plus juste des entreprises, on crée des marchés. Et donc, on devient beaucoup plus résilient parce que si nous, on échoue avec cette innovation en essayant de la déployer sous forme d'entreprise pour avoir de l'impact, d'autres peuvent réussir. Et puis, la deuxième chose qui est hyper importante, c'est que on fait une R&D à très, très grande échelle, beaucoup plus rapide. Parce que quand on fait de l'open source, on a le droit de dupliquer gratuitement une innovation partout ailleurs, mais par contre, on a le devoir de repartager ses propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence. Ce qui fait que tout le monde avance beaucoup plus vite et que la R&D elle est multipliée par le nombre d'acteurs. Donc pour nous, c'est crucial aussi et c'est vraiment aussi le cœur du réacteur de partager, d'être en open source. Et la dernière chose, je suis désolé, je m'étends un peu, mais c'est important, c'est le non lucratif. Alors pourquoi on est non lucratif? À la base, c'est pas vraiment. Il y a deux choses. Il y a une première chose qui est qu'on a une conviction personnelle, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, c'est des humains et des ressources. Une boîte qui fait ressortir de ces humains et des ressources de la plus-value, donc du bénéfice. Et ce bénéfice, on peut l'utiliser pour plein de choses. On peut l'utiliser aujourd'hui, c'est ce qui se fait majoritairement pour enrichir ses actionnaires. Et on en est arrivé à un point où on croit que c'est la norme et que ça a toujours été comme ça. Je vois encore des commentaires. Hier, on a eu un article dans Forbes. Les mecs te disent qu'une entreprise, c'est fait pour faire ça. Non, c'est absurde. Ce bénéfice, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Et nous, on a la conviction profonde que ce bénéfice, il est là pour servir la mission de l'entreprise. Et si on a créé une boîte qui génère de la plus-value,
il faut se poser la question de l'intérêt de cette boîte qui génère de la plus-value. Et pour nous, depuis le départ, l'intérêt de cette plus-value, c'est de permettre à la mission de l'entreprise d'exister. C'est pour ça qu'une boîte, ça a du sens. Et nous, notre mission, elle est environnementale, mais il y a plein d'autres typologies de missions. Et ça me rend fou quand je lis que c'est normalement le rôle d'une entreprise de faire de la plus-value uniquement pour distribuer des dividendes. Je pense que ce n'est pas du tout le cas et je réprimanderai jamais les gens qui le font. On l'a fait aussi, mais simplement, ça peut faire plein d'autres choses. Bref, je m'égare un peu, mais la non-lucrativité, elle nous sert aussi, en dehors du fait qu'on on sert la mission de Time entièrement, à avoir des partenariats avec des institutions, comme par exemple le CNRS Innovation, ou enfin, tu vois, il y en a plein, pour pouvoir bénéficier de leurs innovations, pour qu'ils puissent nous proposer leurs innovations, parce que si on était au service d'intérêts privés, ça n'aurait aucun sens. Et enfin, la dernière chose avec le non lucratif quand même, c'est que ça nous permet d'avoir des gens qui viennent pour les bonnes raisons dans Time for the Planet. Et quand les gens viennent pour les bonnes raisons, déjà, on ne va pas se faire détourner par des lobbies ou par toute autre influence, parce qu'ils ne peuvent pas, en fait. Ils ne peuvent pas avoir d'emprise sur les gens, puisque l'argent n'est pas un sujet. Et en plus, ces gens-là s'impliquent beaucoup plus dans la mission parce qu'ils le font vraiment pour les bonnes raisons. Et c'est ça qui fait la diff. Très simple. Aujourd'hui, il faut que je réussisse à emmener Time à plusieurs millions d'associés citoyens, d'associés de tout type. Voilà, c'est simple et en même temps c'est dur. On s'est bien réparti les tâches en fonction de nos spécificités. Après, chaque cofondateur a énormément de rendez-vous, de trucs. On fait un peu tout finalement parce que voilà, c'est comme ça hein, quand voilà. Mais par contre, moi c'est vraiment mon axe. Et ça passe par plein de choses. Oui, il y a la partie utiliser les réseaux sociaux parce que moi je viens de là et je sais que c'est un outil hyper puissant. Mais tu vois, par exemple, LinkedIn, j'avais jamais utilisé LinkedIn avant Time for the Planet. Je n'avais jamais mis les pieds sur LinkedIn. Et en fait, il s'avère que c'est clairement le réseau social qui nous apporte toute l'attraction de Time aujourd'hui. Ça doit être ce qui nous a amené, franchement, 70% des montants qu'on a levés aujourd'hui. Et c'est là que ça prend. Donc moi, je vais surtout chercher des endroits où ça fonctionne. Je sais que je peux aussi fonctionner. Tu vois, là, je suis en train de réfléchir à la notion plus de partenariat, parce que maintenant, on a un certain crédit et ça nous permet d'aller faire des partenariats avec d'autres organismes qui peuvent nous apporter beaucoup de visibilité. Si tu veux, j'irai faire plein d'essais-erreurs. On a déjà fait plein d'essais-erreurs pour faire en sorte qu'on arrive à trouver ce qui peut être un nouveau relais de traction pour Time. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment ça. C'est de chercher des moyens de faire du très bon contenu pour que ce contenu soit diffusé, puisse avoir un impact et nous apporter de la visibilité et des nouveaux associés. Et à travers ce contenu, de chercher des canaux de diffusion qui puissent être efficaces et qui puissent permettre à Time de grandir. Mais je sais que ça va changer tous les ans. Et tu vois, cette année, c'était LinkedIn. Vraiment, voilà, il n'y a pas de doute. Nous aussi, hein, je peux te dire, on en a reçu 200 là jusqu'à aujourd'hui, mais on n'a pas encore fait notre appel à l'innovation. Donc là, en ce moment, on en reçoit 3 par jour, donc ça commence à vraiment fonctionner. Et il y a des trucs qui sont assez dingues, mais on a vraiment essayé de faire un process de sélection qui soit hyper vénère pour pouvoir s'assurer qu'on ne va pas tomber dans des pièges bêtes, qu'on va faire attention à toutes ces histoires d'effets rebonds, d'externalités. Et on est hyper impatient, honnêtement, de pouvoir montrer concrètement qu'on y va, qu'on crée les premières boîtes. Et surtout, on a une seule impatience, c'est de créer un compteur de quantité de CO2 ou de gaz à effet de serre économisé parce que nous, on n'est pas une boîte qui lève de l'argent. Aujourd'hui, oui, on paraît très marketing parce que on est obligé de se faire connaître pour arriver au stade où on commence à être concret. Mais nous, notre mission, c'est de tabasser les gaz à effet de serre et pas de lever des milliards, quoi. Donc, il faut juste que les gens ne perdent pas de vue ça, mais je pense qu'ils ne le perdent pas. Et qu'on ne tombe pas dans la case de boîte qui lève des fonds parce que lever des fonds, ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas l'objectif. Il est très public et très citoyen, mais si tu veux, il y a plein d'autres trucs qui lèvent 100 milliards. Hein. Nous, on ne se pense pas du tout le projet qui va faire la diff. Tu vois, enfin, au contraire, il faut qu'il y ait des millions d'autres projets, au moins au minimum, avec cette ambition, parce qu'on est face à un énorme problème. Donc, nous, on n'a vraiment pas du tout la prétention de dire qu'on est the projet. Et puis d'ailleurs, on aborde le sujet d'une certaine manière, mais il y a plein d'autres façons dont il faut qu'il soit abordé absolument. Donc surtout, il faut pas, je veux pas laisser penser aux gens qu'on a la prétention de dire qu'on est the projet, machin. Et tu vois, c'est cool, on a levé 1 million et on est très heureux de ça parce que vraiment, on a démontré que on peut réussir à aller là où on veut, mais tout reste à faire, quoi. Et on a un taf de malade, donc nous, on est vraiment tête froide. Hein. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que
c'est tellement facile de trouver des millions de raisons de ne pas faire. Euh, Tu vois, enfin, c'est tellement facile de dire oui, mais on peut pas pour ça, 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 ça. Et ça, c'est vrai pour tout. Euh, il faut passer ça, oui, ben, comme pour tout projet, pour toute entreprise. Ça s'appelle une entreprise, hein, l'étymologie du mot entreprise, c'est une galère, hein, à la base. C'est normal qu'il y ait des difficultés et c'est pas grave. Je pense qu'un entrepreneur, il sait que dans tous les cas, il faut se confronter à ces difficultés et voilà. Et puis après, franchement, le vrai truc, c'est que notre société, elle va entièrement être tournée vers ça parce qu'on n'a plus le choix. Donc, enfin, il y a eu la vague du digital que certains ont surfé et qui a transformé notre monde. Et là, il y a la vague du durable, mais c'est pas la même vague, hein. Là, c'est un tsunami et il fait 1 million de fois la hauteur de la vague du digital. Donc, comme tout va aller dans ce sens-là, ce serait fou de ne pas s'orienter vers ça. Enfin, pour moi, c'est une absurdité, à la fois du point de vue du bien commun et de sa logique de penser dans ce qu'on a envie de faire et de quel sens on a envie de donner à son activité et à sa vie, et aussi à la fois dans la logique d'opportunité. Parce que toutes les opportunités vont aller dans ce sens-là. C'est aussi quelque chose qu'il faut voir. Enfin, c'est pas que une galère, hein, ce qui se passe. C'est aussi l'opportunité de construire une autre façon de fonctionner et d'évoluer. Parce que bon, on va pas tout réinventer. C'est aussi ça qu'on essaye de dire avec Time. Des fois, il y a des gens qui nous disent: oh là là, les gars, c'est super ce que vous voulez faire, mais vous utilisez les réseaux sociaux et c'est responsable d'une partie de la pollution. On sait très bien, mais en fait, est-ce que la solution, c'est de dire, bah, du coup, on fait rien parce qu'on n'utilisera pas les réseaux sociaux comme ça? Non, les réseaux sociaux, ils vont continuer de se développer. On ne peut pas tout réinventer. On a des outils extrêmement puissants à notre disposition. Il faut qu'on les utilise et qu'on les utilise autrement. Et là, on est dans une phase où on nous invite à les utiliser autrement parce qu'il faut bouger maintenant. Ce n'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. Et du coup, utilisons ces outils, que ce soit l'argent, que ce soit l'entreprise, que ce soit le marketing ou les réseaux sociaux. Ils sont hyper puissants. Donc, prenons-les, utilisons d'une autre manière toutes ces choses et c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Et effectivement, il y aura un peu d'effet rebond parce que, ben oui, on va utiliser les réseaux sociaux pour ça. Mais c'est peut-être en utilisant les sociaux pour ça que demain, on aura des réseaux sociaux qui n'auront plus d'impact. Donc, il faut avancer, il faut avoir une logique d'avancer. L'être humain, il fonctionne de manière incrémentale. On n'a pas des grandes ruptures, c'est très rare et on n'avance pas à pas. Donc, faisons un pas en avant puisque c'est en faisant le premier pas qu'on voit le mieux la route. Et le conseil que j'ai pour tout le monde, c'est ça commence justement par un pas. C'est pas transformer drastiquement votre entreprise, tout arrêter, tout effacer et puis tout recommencer. Oui, vous avez peut-être une activité qui n'est pas forcément hyper vertueuse, mais en fait, si vous avez des clients, c'est pas vous, hein, c'est notre civilisation tout entière qui est comme ça et qui doit se transformer. Donc, essayez de faire un premier pas, puis un second, puis un troisième, et définissez une stratégie comme ça. Moi, ce que je me répète souvent, parce que j'adore la montagne, c'est que quand tu es en bas et que tu regardes le haut de la montagne, tu te dis putain, je vais jamais y arriver. Enfin, c'est impossible, c'est beaucoup trop loin. Et en fait, la solution, c'est de regarder le haut du premier lacet parce que tu te dis ouais, ça va quand même. Et du coup, une fois que tu es en haut du premier lacet, tu regardes le deuxième, le troisième. Et quand tu arrives en haut de la montagne, bah, finalement, hein, c'était pas si dur. Donc voilà, je pense qu'il faut juste commencer. Il ne faut pas se poser les questions de putain, je vais faire comment à tel endroit, tel moment, tel truc. Sinon, jamais on serait lancé dans l'épopée d'essayer d'aller chercher 1 milliard d'euros, de créer un mouvement citoyen mondial basé sur l'action. Enfin, voilà, tu dis ça avant d'avoir commencé, mais tout le monde te rit au nez. Nous, combien d'investisseurs nous ont dit que c'était impossible de lever de l'argent s'il n'y avait pas de retour sur investissement promis? Bon, ben voilà, c'est pas impossible. Donc, je pense qu'à un moment, il faut y aller juste, il faut être dans l'action. Moi, je crois que les meilleurs entrepreneurs, c'est juste des gens qui se posent moins de questions que les autres, qui sont peut-être moins intelligents que les autres, parce que justement, ils vont pas se poser 1 million de questions, ils avancent et puis ils voient ensuite et ils apprennent des expériences de l'action. Un rêve encore plus fou, je rêve de vieillir dans un monde où on a inversé la tendance, où au lieu de nous dire que ça va de plus en plus mal, on nous dise que ça y est, ça va de mieux en mieux. Je suis sûr qu'on peut y arriver et j'ai envie de participer à ça et de créer cette histoire commune avec plein d'autres gens et que l'humanité se trouve enfin cette espèce de point de ralliement, même si c'est très difficile et qu'il y aura toujours des galères et des tensions. Je suis convaincu qu'on a une super occasion et une super opportunité de faire des choix de collaboration à l'échelle mondiale qui donneront du sens à toute cette civilisation qui fourmille, qui va dans tous les sens et qui veut toujours aller plus vite, on ne sait pas trop pourquoi. Et j'aimerais bien voir ça.
je serais vraiment satisfait si je me voyais vieillir en disant putain, on a connu une période dingue et on est peut-être la génération qui est née à la période la plus excitante jamais possible parce qu'en fait, c'est l'inversement, quoi. C'est la transition. On est né dans un monde où on nous a dit que ça allait de plus en plus mal et on meurt dans un monde où on sait qu'on laisse à nos enfants maintenant ça va de mieux en mieux. Bon, après, ça fait toujours l'accordéon, mais là, pour le coup, c'est quand même le plus grand challenge de l'histoire de l'humanité, sans aucun doute. Donc, c'est excitant d'en faire partie. J'espère qu'on fera les bons choix et j'espère qu'on ne se retrouvera pas trop dans la galère.